Bonjour à tous. Je vais commencer par un ou deux mots sur Adéon. Adéon c'est une société, donc un cabinet de conseil spécialisé dans l'Internet des objets, le machine-to-machine, les objets connectés de manière générale, qui a pour objectif d'aider les entreprises à intégrer ce type de solution dans leur démarche d'innovation, d'optimisation et de différenciation. Donc on conçoit la connectivité comme un moyen et pas comme une finalité en soi. Et on va le voir dans la présentation que je vais avoir. Et en particulier, je vais mettre en exergue quelque chose qui, à mon avis, n'a pas été mis en avant sur la présentation de ce matin, où on s'est beaucoup appuyé sur les fonctionnalités les plus en visibilité autour de l'Internet des objets, qui sont en effet tout ce qui est consumer, donc les objets connectés à destination du grand public. Mais il y a un marché énorme autour de l'utilisation des objets connectés pour les entreprises à leur propre finalité ou à la finalité de leurs propres clients, afin soit d'optimiser leur processus, leur compétitivité et donc leurs résultats, soit afin de proposer des services innovants et de se différencier de la concurrence et d'améliorer leur part de marché. Quand on m'a demandé de réfléchir et de vous faire une présentation sur l'importance d'une approche globale et intégrée, ça m'a rappelé l'intervention que j'ai faite récemment sur le salon de l'industrie à Toulouse, sur les smart cities, où finalement tout le monde disait les smart cities, les villes intelligentes. Et en réfléchissant à l'intervention, je n'étais pas satisfait en fait, parce que je trouvais que le terme ville intelligente était très restrictif par rapport à ce qu'on peut mettre derrière le terme smart city. Et je suis simplement reparti de la traduction du mot smart. Et si on prend la traduction du mot smart, on se rend compte que finalement, comme tout mot anglais, et par opposition à tout mot français, les Anglais vont mettre beaucoup de sens derrière un seul mot, alors que nous, on va avoir beaucoup de mots derrière, je vais dire, un seul sens, entre guillemets. Et finalement, si on traduit le mot smart par le mot intelligent, on oublie énormément de choses. Smart, ça va être aussi élégant, ça va être vif, ça va être réactif. Donc ça veut dire qu'on s'ouvre le potentiel si on élargit sa réflexion par rapport à tout ce qui va être smart, tout ce que permet les objets connectés. Après, j'ai passé énormément de temps à voir comment je pouvais arriver à vous présenter l'intérêt d'une démarche globale par rapport à ces objets connectés. Je me suis dit en conclusion que le plus simple c'était peut-être de prendre un cas, une illustration. Ce n'est pas un sujet sur lequel on est intervenu, j'aurais pu vous parler des machines à café Nespresso. Là j'ai pris un exemple de pompe industrielle. L'idée étant un fabricant de pompes industrielles qui souhaiterait bénéficier de l'Internet des objets, du machine-to-machine, pour améliorer son métier, pour améliorer ses produits à destination de ses clients. L'hypothèse de base, ce serait, dans la démarche d'innovation d'entreprise, les équipes SAV ont réfléchi à ce qu'elles pouvaient faire, quelles étaient leurs problématiques. Elles ont aujourd'hui pour mission d'intervenir en réparation, en maintenance sur des équipements qui peuvent être répartis à travers le monde. Aujourd'hui, des interventions réactives qui leur demandent beaucoup de ressources, beaucoup de réactivité et finalement qui créent beaucoup de perturbations dans leur métier, entre guillemets. Si ce n'est que finalement ces perturbations font le cœur de ce métier. Et finalement, leur demande, ça a été de se dire, si dans le cadre d'un appel client, déjà dans un premier temps, j'avais la capacité de me connecter à distance sur la machine, de récupérer des informations et de pré-analyser le défaut, je serais beaucoup plus efficace lors de mon intervention. Donc on va partir de ce postulat. À partir de là, le bureau d'études pompe a donc commencé à réfléchir à une connectivité. Donc on part de la pompe, on va lui ajouter un ou des capteurs. Donc on réfléchit quand même avec le SAV, on regarde quels sont les capteurs qui peuvent être intéressants pour récupérer l'information utile en cas d'analyse. On va les rendre communicants, on va les connecter. Alors ce qui est intéressant, c'est que souvent on va se dire, le réseau de communication existe déjà chez le client, donc on va s'appuyer sur son réseau de communication. Donc déjà, on va intégrer un peu de globalité dans cette réflexion, c'est que le client, c'est son réseau de communication. Se connecter sur ce réseau de communication, ça ne va pas obligatoirement les intéresser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire rendre son réseau privé accessible à une société tierce, la connecter avec l'extérieur. Donc une réflexion globale montre qu'une connectivité filaire, réutiliser la connectivité du client peut paraître une bonne idée dans un premier temps, mais dans un deuxième temps, montrer qu'en effet, ce n'est pas une bonne idée. Donc on va réfléchir peut-être à passer sur du filaire, sur de la radio. On connecte l'objet, on est arrivé à connecter l'objet,
On va après se dire, une fois qu'on a connecté l'objet, qu'est-ce qu'on fait des informations? On va le mettre sur un serveur. Donc on va aussi s'intéresser à l'informatique en mettant ces données sur un serveur. Et puis après, on va mettre une application métier, un système expert, comme l'a présenté monsieur, je me souviens plus de son nom, je suis désolé, mais la personne de Cardiovergne ce matin, vous-même. Voilà. Derrière, on a un système expert qui va traiter la donnée et la mettre à disposition de l'utilisateur final. Donc finalement, là, on a déjà, quand on regarde, rien que dans sa conception, et là, on est resté uniquement sur la partie technologique, on a déjà une solution qui est globale dans sa conception. Pourquoi globale? Si on rentre un peu dans le détail, ça veut dire déjà que on a impliqué le SAV, qui est là l'utilisateur final, finalement l'usager de la solution, pour définir le besoin. C'est le premier besoin. On a bien sûr le bureau d'études, qui va travailler directement sur la conception de la solution. Là, pour l'instant, rien de bien nouveau. De la même façon, on va impliquer la production, on va impliquer les logistiques, on va impliquer les achats. Vous allez me dire à peu près comme dans tout produit que l'on peut développer dans une entreprise. Là où on va commencer à être un petit peu différent, c'est que on va devoir impliquer le système d'information. Comme on l'a vu dans les présentations de ce matin, comme on l'a vu dans le schéma simplifié du slide précédent, le système d'information est cœur dans la solution. Enfin, il est cœur. Il n'est pas seul, mais il est cœur dans la solution par la collecte, le pré-traitement de la donnée et la mise à disposition de la donnée. De la même façon, on va toucher à des expertises qui sont souvent éloignées du cœur de métier de l'entreprise. Télécom, M2M. Pourquoi télécom? Parce qu'on va réfléchir justement à la meilleure solution de communication des informations. J'en ai touché un petit mot tout à l'heure dans le slide précédent. La connectivité. Quand on parle, pour reprendre les présentations de ce matin, quand on parle de connectivité grand public sur des solutions non critiques, Olivier Deschazos l'a très très bien dit, on peut se permettre de passer sur des solutions moins critiques que quand on est sur des solutions d'entreprise. Sur ce principe-là, ou encore plus sur des solutions de type Cardiovergne, on ne peut pas se permettre de prendre des solutions de connectivité qui n'ont pas la qualité de service suffisante pour assurer la remontée. Que se passerait-il si une alarme, dans le cas de Cardiovergne, était perdue à cause de la solution de connectivité? On perd un patient. Ce n'est pas acceptable. Donc, ça nécessite de l'expertise télécom dans l'analyse de la solution. Et dans les problématiques de machine to machine, on arrive aussi à des spécificités. Un point de détail qui a son importance, mais quand on connecte tous ces objets qu'on a vus ce matin, ou encore plus quand on connecte des équipements industriels, il faut savoir aujourd'hui que la loi est assez mal faite, mais elle considère ces équipements comme un téléphone mobile. Ça veut dire que cet équipement, pour pouvoir être vendu, doit passer les mêmes certifications que n'importe quel téléphone mobile, smartphone ou autre, que vous avez dans la poche. Sachant que les certifications se font en Europe et aux États-Unis, mais aussi après par pays, on se retrouve avec des coûts qui peuvent être non négligeables, des analyses électroniques spécifiques. Donc il y a vraiment des expertises, des choses à prendre en compte. Donc l'expertise sur ces domaines-là est importante. J'aimerais bien savoir combien d'objets connectés aujourd'hui qui sont vendus dans le monde ont passé ces certifications. Sans remettre en cause l'intérêt et l'usage et le bien fondé de la solution, mais on a aujourd'hui des obligations légales qu'il faut suivre. De la même façon, derrière, on va travailler sur tout ce qui va être méthode et qualité. On est ici au club des pilotes de processus. On va toucher au processus, on va toucher à l'organisation de l'entreprise. C'est des éléments très importants. On va toucher au marketing, puisque là, finalement, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est juste en train de définir un nouveau service à destination des clients. Donc le marketing doit être impliqué. De la même façon, les commerciaux doivent être impliqués, parce qu'ils vont les vendre, ces services. Et ils doivent être impliqués d'autant plus qu'aujourd'hui, ils vendent des produits, des pompes. Demain, ils vont vendre un service. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà essayé de faire vendre des services à des commerciaux qui vendent des produits jusqu'à présent. Ce n'est pas tout à fait le même métier. De la même façon, il faut appliquer les équipes RH. On est en train de bousculer l'entreprise. Il va falloir accompagner tous ces changements et ainsi de suite. Je ne vais pas être exhaustif, mais voilà. L'idée, c'était de donner quelques arguments pour vous justifier du fait que l'approche globale sur un projet machine-to-machine, Internet des objets, est extrêmement importante. Je n'ai même pas parlé de l'analyse de l'usage dès le départ, qui est, à mon avis, fondamentale. Comme je disais tout à l'heure, pour moi, l'Internet des objets n'est qu'un moyen et pas une finalité en soi.
Si on regarde aussi ce projet-là, donc là on a fait un usage. On a développé un usage. Si on a une approche un peu plus globale de cette démarche-là, finalement, on se dit qu'on va pouvoir étendre l'usage de la solution, c'est-à-dire bénéficier à moindre coût d'autres usages, d'autres rentabilités sur une infrastructure mise en œuvre, sur une démarche mise en œuvre. Aujourd'hui, ce que je vous ai décrit, on a connecté une pompe à distance. Aujourd'hui, en cas d'appel client, on se connecte sur la pompe, on récupère de l'information qui permet d'analyser le défaut. Si, sur cette même infrastructure, on remonte de l'information de manière beaucoup plus récurrente, on va pouvoir enrichir l'usage et les bénéfices pour l'entreprise. Typiquement, si on reste au niveau du SAV, cette information va pouvoir être analysée, ce que fait aujourd'hui d'ailleurs Nespresso sur ses machines à café, elle va être analysée en amont, on va détecter les dysfonctionnements ou en tout cas les fonctionnements qui sortent de la norme pour dire si on sort de la norme, c'est qu'il y a une faiblesse, un défaut à venir, on va planifier une intervention, anticiper une panne, planifier une intervention en avance. Et donc là, on se retrouve non plus sur du réactif, on se retrouve sur du prédictif ou du conditionnel. Aujourd'hui, on appelle ça maintenance prédictive ou maintenance conditionnelle, qui va permettre aux équipes de maintenance d'améliorer leur processus, puisqu'ils ne seront plus sur du réactif, ils vont pouvoir passer sur du planifié, améliorer le service rendu au client, puisque finalement, les machines ne tomberont plus en panne, puisqu'on va anticiper la panne et la réparer avant. Donc, en réfléchissant un peu plus en amont, on va pouvoir étendre l'usage et donc étendre la rentabilité, puisque là, on va augmenter le service vendu, on va augmenter potentiellement, pouvoir vendre un service de maintenance premium, on va améliorer la perception de la qualité du service par le client et donc son maintien dans le portefeuille. De la même façon, toujours sur la même infrastructure, on va pouvoir faire bénéficier de cette solution à plusieurs équipes. Un exemple assez simple, le bureau d'études. Aujourd'hui, un bureau d'études, une fois qu'il a vendu un équipement chez un client, a très peu de retour d'expérience sur ses équipements. Donc, est-ce que son équipement répond aux besoins du client? Est-ce qu'il est surdimensionné, sous-dimensionné? Est-ce qu'il tombe en panne trop fréquemment? Il n'en sait rien. On récupère ces mêmes informations de la maintenance, on les met à disposition du bureau d'études. Ils seront capables d'analyser si leur équipement est bien dimensionné, s'il est fonctionnel, s'il peut être amélioré, si certaines pièces qui ont été choisies sont les bonnes, font preuve d'usure trop importante, et donc améliorer le processus de conception parce qu'ils vont avoir en temps réel un retour d'expérience sur les équipements. De la même façon, si on passe sur de la maintenance prédictive ou conditionnelle, on va pouvoir anticiper les besoins de pièces détachées, donc la gestion de stock ne va plus être dans du réactif ou dans du stockage et d'immobilisation, mais on va pouvoir commander aux besoins puisqu'on va anticiper les besoins. Et de la même façon, le processus achat pourra bénéficier de cette anticipation dans son processus et dans son efficacité. On va aussi pouvoir optimiser la conception et l'exploitation. On va pouvoir prendre en compte dès le départ des besoins complémentaires. Peut-être que le BE aura besoin de capteurs supplémentaires par rapport au SAV. Si on a une démarche globale au sein de la réflexion, on pourra intégrer ces capteurs dès la conception, alors que peut-être a posteriori, il sera impossible de mettre les capteurs en supplément et donc de rendre la solution utile, exploitable et rentable sur d'autres problématiques. On va pouvoir mutualiser les infrastructures et on va pouvoir potentiellement concevoir des solutions évolutives. Ce qui avait été dit ce matin et encore tout à l'heure, le but du jeu, on n'est pas sur des entreprises, on n'est pas sur des marchés figés. Nos entreprises doivent pouvoir évoluer, ces solutions doivent pouvoir accompagner les entreprises sur la durée et donc intégrer cette démarche sur l'évolutivité va permettre d'avoir des infrastructures rentabilisées sur la durée et qui vont pouvoir accompagner durablement le développement d'entreprises. Pour terminer, parce qu'on m'a demandé quand même de tenir qu'en 15 minutes, je suis sûr d'avoir tenu ces 15 minutes. Pour nous, un projet M2M, c'est avant tout une résultante d'une démarche d'entreprise. C'est-à-dire qu'on doit se projeter dans le futur, on doit se projeter dans la stratégie d'entreprise. Qu'est-ce que doit être l'entreprise demain? L'entreprise ou le service ou la société, hein, on doit se projeter dans le futur. Qu'est-ce qu'on veut en faire? Quelles sont les cibles que l'on se donne? Aujourd'hui, on a signé avec un acteur du réseau d'assainissement, concurrent de Suez, dont on a vu ce matin une présentation. Ils souhaitent se projeter aujourd'hui, leur démarche, c'est de dire, voilà, nous on veut que la société propose tel et tel service, fonctionne de telle façon dans 5, 10, 15 ans. Donc l'idée, c'est vraiment de se projeter. Et à partir de là, de se dire comment
on va pouvoir concrétiser cette stratégie d'entreprise en s'appuyant sur les solutions de type Internet des objets pour lui permettre finalement d'atteindre ses objectifs. On va pouvoir avoir ainsi une vision durable, évolutive, à long terme de l'entreprise, l'accompagner et identifier une mise en œuvre par étapes, puisqu'on ne va pas renouveler, on va pas révolutionner l'entreprise non plus. Par contre, on va se donner un objectif et on va se donner différentes étapes pour l'atteindre. Ça rejoint ce que disait M. Cornu ce matin. On est dans une révolution, et on est complètement en phase avec lui. Aujourd'hui, on est dans une révolution qui, pour nous, est aussi importante que l'entrée de l'informatique dans les entreprises il y a 20, 30 ans maintenant. Si on ne le fait pas, on va être perdu comme les entreprises qui n'ont pas intégré l'informatique à l'époque. Et si on le fait mal, de la même façon, on va se retrouver coincé, pas aujourd'hui, mais dans 5 ou 10 ans, parce qu'on ne sera pas capable d'évoluer ou d'intégrer les nouveaux besoins que le marché ou l'entreprise auront créés d'ici là. De la même façon, si on prend encore un peu plus de recul, finalement, ce n'est pas tellement une démarche globale qu'il faut avoir. Et là, je pense qu'on rejoint clairement ce que le Club des processus met en avant, c'est plus une démarche systémique. C'est-à-dire qu'on doit avoir une démarche globale sur les parties prenantes, qui est-ce qui va être impliqué dans la solution. On doit avoir une démarche globale sur les interactions entre ces parties prenantes, sur les usagers et les usages qui vont en être faits, son organisation, puisque potentiellement on va revoir l'organisation suite à la mise en œuvre de ce type. RDF et EDF l'ont très bien dit ce matin. Finalement, en conséquence, là on parle de l'anticipation, mais en conséquence de tous les travaux qu'ils ont pu faire jusqu'à présent, ils se sont rendus compte que ça avait un impact énorme sur leur organisation, et donc ils lançaient maintenant tout un travail sur la réflexion de l'organisation. Réfléchir en amont permettra d'avoir une démarche intégrée, globale et cohérente. Et enfin, l'idée c'est de bénéficier, de profiter de ces nouvelles solutions et technologies pour supporter la stratégie de développement d'entreprise, c'est-à-dire améliorer la compétitivité, comme je disais tout à l'heure. Si vous êtes capable d'anticiper les pannes, imaginez le gain en disponibilité et en capacité de production d'une usine. Plus de panne de l'outil de production. C'est énorme aujourd'hui. Quand vous avez toute une chaîne de production, parlons de Renault par exemple, une chaîne de production s'arrête parce que un des robots tombe en panne, on est sur des centaines de milliers d'euros, voire des millions d'euros de perdus. On va être aussi sur la différenciation avec la concurrence. On va proposer des services innovants. Qu'est-ce que je pourrais... le service de maintenance prédictive. Ou alors, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple de service innovant ? Reprenons sur Nespresso. Aujourd'hui, ils vont vous proposer un service de réapprovisionnement de vos capsules, puisqu'ils écoutent la machine, ils savent ce que vous consommez. Donc demain, ils vont pouvoir vous appeler en disant « Vous consommez 10 cafés par jour, aujourd'hui il vous reste 30 capsules. Si je vous réapprovisionne à partir d'aujourd'hui, vous ne tomberez pas en rate de capsules. » Ça reste du café, mais imaginez tout ce qu'on peut faire sur de la gestion de stock industriel et autres. Et bien sûr, la mise en œuvre de nouveaux business models, puisque beaucoup de nos clients aujourd'hui viennent nous voir, ou même, je veux dire, des utilisateurs de nos clients, on va les voir, et si on reste sur les compresseurs d'air, par exemple, sur lesquels on est intervenu aussi, les usines nous disent, aujourd'hui, on n'achète plus un compresseur d'air, on achète de l'air. Donc on paye au mètre cube. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la société qui fabrique les compresseurs doit évoluer d'un marché de produits, ou alors passer par un fournisseur de services, mais on va évoluer d'un marché de produits vers un marché de services. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire améliorer son processus d'exploitation pour permettre une rentabilité à proposer à ses propres clients. Je vous remercie de votre attention et si vous avez des questions.